Bonjour à vous, donc on est toujours dans la troisième partie, 1945-1980, sur la modernisation du Québec. Toujours dans les années 45-59, cette fois nous allons nous concentrer sur l'échelle canadienne. Qu'est-ce qui se passe au Canada entre 1945 et 1959? Les grands changements d'après-guerre. Tout d'abord, retenons la liste des premiers ministres du Canada. Je le fais pas souvent, mais pour cette période-là, ça commence à être intéressant. Retenez que le ministre qu'on a déjà vu pour le Canada, puis rappelez-vous, il y a deux types de premiers ministres. Là, on parle des premiers ministres du Canada, donc au niveau fédéral. C'est William Lyon Mackenzie King qui va encore être premier ministre jusqu'en 1948 et dont on va rediscuter. Louis-Stéphane Saint-Laurent, 48 à 57, honnêtement, c'est pas grave si vous le retenez pas. Et John Diefenbaker, de 1957 à 1963. Le plus connu, puis celui souvent que vous risquez d'avoir dans les documents, c'est William Lyon Mackenzie King, parce que c'est celui pendant la dépression, la Grande Dépression, la Seconde Guerre mondiale, puis on va le voir pour les négociations constitutionnelles. Au niveau territorial, au Canada, qu'est-ce qui se passe? Souvenez-vous, on l'avait vu dans la vidéo précédente, la souveraineté dans l'Arctique, c'est un des grands enjeux de guerre froide, donc on a créé la base alerte, pour pouvoir surveiller le territoire très au nord. On a déplacé des communautés inuites aussi pour pouvoir surveiller puis dire que le territoire du nord était habité, donc que le Canada exerçait réellement sa souveraineté dans l'Arctique, que cet Arctique, c'était pas un désert de glace qui n'appartenait à personne, mais qu'il était véritablement utilisé par le Canada. Troisième chose, on avait surveillé aussi l'Arctique grâce à une série de lignes de radar, notamment la Dew Line, qui permet d'avoir une surveillance technologique de ce Grand Nord pour être sûr qu'il n'y ait pas des avions soviétiques qui passent au-dessus puis fassent de l'espionnage. Mais la grande nouveauté pour notre territoire canadien, c'est en 1949, c'est la province, nouvelle province, Terre-Neuve et Labrador. En effet, avant 1949, c'était encore une colonie britannique. Mais comme le Royaume-Uni est affaibli et que, on va le voir, il y a un dynamisme économique d'un point de vue du Canada puis des États-Unis, c'est plus avantageux honnêtement pour Terre-Neuve de rallier enfin la Confédération canadienne. Je vous rappelle que depuis la ANB en 1867, au départ, Terre-Neuve et Labrador avaient envisagé d'en faire partie, mais très rapidement, elle avait oublié le projet, hein, et elle n'a jamais été inclue. Donc vous voyez sur la carte, en fait, avant 1949, il y avait seulement 9 provinces, dont les dernières étaient l'Alberta et Saskatchewan en 1905, et 2 territoires, dont le dernier, c'était le territoire du Yukon qui avait été créé en 1898. Là, en 1949, on crée une nouvelle province, Terre-Neuve, ici en vert, qui va être donc la 10e province du Canada. Donc à retenir. Au niveau économique, c'est le retour au libre-échange. Retenez ce mot, enfin cette expression, libre-échange. C'est-à-dire qu'on va être tourné vers l'international, on va vouloir échanger avec d'autres pays. Je vous fais un rappel. C'est la fin du protectionnisme. Le protectionnisme, c'est comme l'inverse du libre-échange. Le protectionnisme, c'était par exemple la politique nationale de John A. Macdonald, qui avait créé en 1879 jusqu'en 1945 la politique nationale. La politique nationale, c'était une augmentation des tarifs douaniers pour être sûr que les produits canadiens soient avantagés. On demandait des migrants pour développer notamment puis conquérir les prairies et le développement du chemin de fer. Si on veut faire un retour au libre-échange, la première chose qu'on va changer, c'est les tarifs douaniers. Il faut les abaisser pour pouvoir exporter puis importer les produits d'autres pays, notamment ceux des États-Unis. Parce que notre premier partenaire économique, c'était déjà les États-Unis. Mais on va resserrer encore plus les liens en abaissant les tarifs douaniers. On va parler de continentalisation de l'économie. Vous retenez ça, c'est un concept qui pourrait être important sur les documents ou sur les questions du programme. Continentalisation de l'économie. Les États-Unis et le Canada font partie de l'Amérique du Nord, le continent Amérique du Nord. Donc, il y a de plus en plus d'échanges. Le moyen, ce sera le fleuve Saint-Laurent. Je vous mets ça en carte. Vous avez le Canada et les États-Unis. Avec la politique nationale, il y avait comme une barrière invisible des tarifs douaniers qui rendaient les échanges économiques, les échanges de produits et de services entre le Canada et les États-Unis
moins important qu'il pourrait l'être, puisque le but c'était de faire en sorte que les Canadiens consomment des produits canadiens et que les Américains consomment des produits des États-Unis. C'est ce qu'on appelle le protectionnisme. On protège notre marché intérieur grâce à des tarifs douaniers. L'idée avec la continentalisation de l'économie, c'est qu'on passe au libre-échange, donc c'est tout l'inverse. On enlève nos tarifs douaniers, ce qui fait que il y a de plus en plus de produits qui sont échangés entre le Canada et les États-Unis. Et bien évidemment, cette continentalisation de l'économie, c'est surtout par l'intermédiaire des Grands Lacs qui facilitent et qui sont encore aujourd'hui une grande zone industrielle des États-Unis et du Canada. Et on a un axe aussi de transport, on va utiliser le transport maritime, et ce qui semble l'atout naturel pour ça, c'est le fleuve Saint-Laurent. Sauf que le fleuve Saint-Laurent, il ne peut pas faire naviguer les gros bateaux des années 40. Donc on va avoir comme grande idée de développer cet axe maritime du fleuve Saint-Laurent. On va parler de voie maritime du Saint-Laurent. Là encore, vous retenez. Cette voie maritime du Saint-Laurent, c'est un agrandissement des canaux qui existaient déjà, une volonté aussi de permettre un trafic maritime plus intense pour passer facilement des Grands Lacs vers l'océan Atlantique et donc vers l'Union européenne, enfin l'Europe en fait, notamment parce qu'on a aussi développé des abaissements de tarifs douaniers avec le GATT, qui est les accords généraux sur le commerce et les tarifs douaniers, en 1947 avec l'Europe de l'Ouest. Donc dans ce bloc américain qui a été constitué avec la guerre froide, tous ces alliés militaires sont aussi des alliés économiques qui échangent intensément des produits. Et le Canada, ça va créer une prospérité économique, tous ces échanges, etc. Et on le verra pour le Québec, le fer du Québec aussi va être convoité par les Américains, le fer dont ils ont besoin, et l'axe maritime, la voie maritime du Saint-Laurent, ça va permettre à tous ces minéraliers, ces gros bateaux de pouvoir transporter ces marchandises. Alors, encore une fois, si vous voyez ce genre d'image avec un gros bateau, une espèce de grue, de porte d'écluse, etc. Tout ça, c'est la voie maritime du Saint-Laurent. On voit bien que les bateaux qui passent sont bien plus grands. On a aussi quelque chose de beaucoup plus moderne. Et ce sera inauguré en grande pompe avec la reine d'Angleterre et aussi le président américain, Eisenhower, qui sont sur la photo à côté, là, qui montre que le but, c'est que ça sert au Canada, aux États-Unis et à l'Europe. Au niveau du Canada, pour ce qui est de la politique intérieure, l'État veut continuer d'intervenir dans l'économie. En effet, ça avait débuté pendant la Grande Dépression, dans les années 30, où on avait notamment fait des aides aux chômeurs, aux familles, des tickets pour donner un peu de nourriture ou encore des vêtements aux plus pauvres. C'est l'opposé du libéralisme économique, cet interventionnisme d'État. C'est plutôt, là je parle vraiment de l'économie à l'intérieur du pays, à l'intérieur du Canada. Quelques exemples, ça va être la subvention à des entreprises, on va construire des infrastructures, on va partager des expertises, on va faire des lois aussi, et on va taxer certaines entreprises pour pouvoir stimuler l'économie quand il le faut, et la laisser faire quand tout va bien. La reprise de l'immigration au Canada, c'est un aspect social. En effet, dans les années 45, c'est la reprise de la prospérité. Souvent, ça fait en sorte que les pays, quand ils sont en crise économique, ils ferment leurs frontières. Mais quand ils ont une réussite économique, comme on vient de le voir, c'est le cas du Canada, il y a une reprise, ils ont besoin de main-d'œuvre. Donc, ils ouvrent les frontières pour pouvoir laisser passer l'immigration. Ça tombe bien parce qu'il y a beaucoup de Juifs qui ont été traumatisés par la Seconde Guerre mondiale qui vont décider de venir s'installer au Canada parce qu'il existe déjà une communauté juive importante. Des gens qui fuient aussi les Soviétiques et la partie de l'Europe de l'Est, notamment les Hongrois. D'un point de vue économique, on a des Italiens, des Britanniques, des Grecs qui cherchent à s'installer au Canada.
Quelles conséquences là sur le Canada et sur nos villes? Par exemple, ce sont les quartiers culturels spécifiques. Donc, si vous voyez ce genre d'image avec le quartier grec, le quartier chinois ou le quartier italien, pensez à faire le lien avec l'immigration. Le quartier des Juifs aussi, hein, à Montréal, que serait Montréal sans les bagels et le smoke meat, qui sont des recettes traditionnellement de la communauté juive. L'autre aspect important, c'est que le fédéral veut s'occuper de certaines parties de la politique qui normalement appartient au champ de compétences des provinces. Alors ça, c'est quelque chose qu'on avait vu, mais je le rappelle, c'est super important. Avec l'acte de l'Amérique du Nord britannique de 1867, la nouvelle constitution là, qu'on a vue en 1867, normalement il y a un régime fédéral et un partage des compétences. Ce fédéralisme, il est centralisateur, mais il laisse quand même de l'autonomie aux provinces. Avec la crise économique, le fédéral est intervenu dans l'économie, ce qu'on appelle le keynésianisme, avec les camps de chômeurs, avec les tickets pour tout ce que je vous ai expliqué. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y a les lois sur les mesures de guerre, l'économie de guerre, donc tout ça, le fédéral s'ingère énormément dans l'économie, dans le social. Après 1945, le fédéral veut encore continuer cette vision très centralisatrice et s'ingérer dans le provincial. Donc, il propose des négociations constitutionnelles. Mais le Québec, lui, résolument opposé à tout cela. Les programmes sociaux du fédéral, c'est par exemple, en 1940, on crée les assurances chômage. En 1945, on crée les allocations familiales qui sont normalement versées à la mère. En 1951, le fédéral propose de financer les universités. Alors ça va très mal passer au Québec, par exemple, parce que l'université, normalement, c'est le champ de compétences éducation. Puis éducation, normalement, c'est uniquement le provincial qui devrait s'en occuper. Et enfin, en 1952, on crée les pensions vieillesse, c'est-à-dire la future retraite. Le fédéral propose même, à partir de 1957, ce qu'on appelle la péréquation. Alors, je vous rappelle, toujours selon la constitution de l'acte de l'Amérique du Nord britannique, l'État fédéral, avec sa capitale à Ottawa, récupère de l'argent puis il envoie des subventions aux provinces pour financer leur propre champ de compétences, par exemple pour l'éducation ou pour la santé. En 1905, Wilfrid Laurier avait même augmenté ces subventions aux provinces pour qu'elles aient plus d'argent pour pouvoir mener mieux leurs programmes. Mais avec la Première Guerre mondiale, le fédéral avait imposé un impôt sur les revenus. Le problème, c'est que les provinces qui reçoivent des subventions, des fois, elles ont aussi une source de revenus par les droits d'exploitation des ressources naturelles. Ce qui fait qu'il y a des grandes différences de richesse entre les provinces. Par exemple, l'Ontario puis le Québec sont des provinces quand même très riches, mais si on prend le cas de l'Alberta, du Manitoba ou du Saskatchewan, c'est des provinces qui sont bien moins prospères économiquement. Le projet du fédéral, c'est de mieux répartir la richesse, donc il donnerait plus de subventions aux provinces qui sont plus pauvres et moins aux provinces qui sont déjà très riches. Alors ça, bien évidemment, les provinces qui sont plus pauvres, elles sont contentes, mais comme le Québec et l'Ontario recevraient moins parce qu'ils sont moins riches, eux, ils sont résolument opposés à cette idée de la péréquation et ce qu'ils condamnent comme de l'ingérence du fédéral. En résumé, aspect territorial, pensez à la souveraineté sur l'Arctique, la création de la nouvelle province de Terre-Neuve et Labrador qui rejoint la Confédération. D'un point de vue économique, on passe au libre-échange, c'est la continentalisation de l'économie avec les États-Unis. La voie maritime du Saint-Laurent, c'est comme le moyen par lequel on va permettre de stimuler les échanges entre États-Unis et Canada, mais aussi Europe de l'Ouest. Au niveau économie intérieure, c'est l'interventionnisme du fédéral, c'est aussi la prospérité économique. Au niveau social, c'est toujours le baby-boom, la reprise de l'immigration, les programmes sociaux fédéraux très importants qui sont développés dans les années 40-50. Et au niveau politique, c'est la question de l'ingérence du fédéral et donc les tensions entre fédéral et provincial, les tentatives qui sont très centralisatrices et l'opposition de certaines provinces, dont on va voir celle du Québec. Au niveau culturel, c'est toujours société de consommation, puis mode de vie à l'américaine.